Alors, je dois juste vous dire un petit mot sur ce projet, sur la genèse de ce projet, parce que c'est vrai qu'à la Seine-sur-Mer, quand on parle de la corniche de Tamaris, on a l'impression qu'on a toujours entendu que la corniche de Tamaris devait se mettre en chantier, devait recevoir des travaux, que l'état général de cet équipement qui est juste magnifique est un équipement qui est à l'abandon depuis des années, et pourtant on y passe tous les jours, on prend toujours autant de plaisir à se promener dessus. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de présenter ce projet qui a bien avancé. Alors je ne sais pas si vous étiez à la réunion à la Bourse du Travail, c'était au printemps, pour montrer les premières esquisses et la première présentation. Vous allez voir que ça a bien avancé. Une modélisation, en fait, on va rentrer secteur par secteur sur la présentation en 3 dimensions de tous les projets qui vont être conduits sur cette corniche. Donc je voudrais quand même rappeler l'importance de ce projet, puisque ce projet, cette grande corniche qui a été créée en 1890 par Michel Pacha, est un des équipements majeurs de notre littoral sénois. Nous avons voulu, en arrivant à la tête de la mairie de la Seine, avoir une réflexion particulière sur un schéma global de revalorisation du littoral. Et c'est vrai que cette corniche de Tamaris, qui fait plus de 4 kilomètres, était un élément essentiel dans la reconquête de notre littoral sénois. Vous allez voir que le projet commence, sur ces séquences, commence du côté des Sablettes, parce que au départ c'était la suite de la corniche Giovannini et on est arrivé aux Sablettes, mais pas avant 5-6 ans, dans le meilleur des cas. Donc en fait on a inversé la tendance et on va commencer le chantier et les travaux que vous allez voir par les Sablettes. C'est important de le dire parce que cet élément historique de notre territoire sénois mérite une requalification, mérite des aménagements, mérite bien sûr d'être à l'écoute des usagers, puisque vous savez aussi qu'une grande concertation a pris fin le 30 juin. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, malgré la chaleur, malgré l'été, parce que dans le processus du projet, nous devons faire des présentations au public et vous allez voir que toutes vos réflexions ont été prises en compte pour faire avancer ce projet. Donc 3 ateliers ont été faits, donc vous allez en entendre parler aussi. Et donc je ne vais pas prendre la parole très longtemps parce que je pense que le plus intéressant c'est encore de voir les images et de voir ce projet. Et à la fin de cette séance, il y aura des questions. Donc vous avez peut-être déjà des petits papiers. Vous pouvez écrire vos questions et à la fin on les traitera à la fin de cette réunion. Donc voilà, je vous souhaite une bonne présentation et je vais donner la parole aux organisateurs. Merci. Donc rapidement, il y a eu plusieurs étapes dans la concertation. On a eu une première réunion publique en janvier pour lancer toute la démarche. Suite à ça, il y a eu une première phase vraiment pour nourrir le diagnostic du projet, l'élaboration des grandes orientations. Donc certains d'entre vous ont dû participer au diagnostic en marchant le long de la corniche et à l'enquête en ligne qui a récolté plus de 1000 contributions. On a eu ensuite une réunion publique de présentation des premières orientations, donc c'est ce qui s'appelle l'esquisse. Et suite à ça, 3 ateliers de concertation. Donc on peut peut-être regarder la slide suivante pour avoir quelques images où vous étiez 110 personnes à avoir participé à l'un des 3 créneaux, où vous avez donné de nombreux avis sur cette esquisse et en particulier sur les zones d'animation, donc les 10 espaces qui sont attenants à la corniche, à la fois sur vos envies d'usage mais aussi d'ambiance. Depuis lors, en fait, il y a eu un travail qui a été fait sur l'étude de vos propositions. Il y a eu un travail aussi par l'agence et le groupement qui a été fait sur la rencontre des différents services de l'État qui sont impliqués dans la validation du projet, ce qui est très important, vous le verrez par la suite. Et il y a eu tout un travail d'affinement du projet. Aujourd'hui, on est en phase qu'on appelle APS, avant projet sommaire, donc un peu plus affiné par rapport à la phase précédente de l'esquisse. Donc aujourd'hui, nous voilà pour présenter ce projet. Donc on va faire une présentation à 2 voix avec Vincent. À chaque fois, je vais vous faire un retour sur ce qui ressort de la concertation et Vincent Guillermin vous présentera les avancées du projet.
Donc il y a un peu deux sujets. Il y a la question de comment on se déplace sur la corniche et puis il y a la question des différentes zones d'animation. Sur la question des déplacements, on l'a largement traité durant la phase de diagnostic. Là, je vais vous faire un rappel de ce qui est ressorti de la concertation durant la première phase. Les priorités qui ont été identifiées de manière massive, c'était la question des déplacements doux, pouvoir se balader en toute sécurité le long de la corniche et pouvoir se déplacer facilement à vélo le long de la corniche. La question de la place de la voiture arrive de manière secondaire, avec globalement des avis favorables à l'idée d'un sens unique partiel le long de la corniche pour pouvoir... Comme ça, c'est mieux. Pour pouvoir, donc l'idée d'un sens unique partiel, pour pouvoir circuler plus facilement le long de la corniche. Avec les deux grandes questions qui ressortaient à l'époque, la question de l'impact sur la circulation sur le reste de la ville et la question de la gestion du stationnement. Voilà, alors là, on rappelle le grand principe du sens unique qui a été, j'allais dire, illustré par différents schémas. Et ça, c'est le schéma de synthèse où effectivement, je vous rappelle que 80% de la corniche ne fait que 10 mètres de large et que 20% fait 13 à 15 mètres. Et que quand on s'est mis à parler ensemble d'usage de la corniche, il y avait les usages en mouvement, c'est-à-dire les déplacements, et les usages un peu plus statiques, les 10 zones d'animation. Ces usages en mouvement, on était arrivé à une conclusion que la seule possibilité de pouvoir intégrer l'ensemble des contraintes liées au mode doux, c'est-à-dire une piste cyclable bidirectionnelle dans les deux sens tout le long, une part, j'allais dire, minimale mais intéressante du piéton, malheureusement, j'allais dire, quand on a 10 mètres et qu'il en faudrait 16, on est obligé de passer par, j'allais dire, une solution où un des éléments va disparaître et il a été validé globalement qu'il y aura un sens unique. On le voit ici, c'est la zone en orange du nord du projet, Corniche Philippe Giovannini, jusqu'au port du Manteau. Voilà, c'est la partie orange. Ensuite, il y a les flux en jaune qui sont des zones plutôt à double sens, mais ça devient des flux beaucoup plus locaux. Ça veut dire que on va avoir un... Merci. Voilà, tout ce qui est en jaune. C'est des flux qui vont du coup perdre énormément en termes de densité de nombre de véhicules par jour. Et puis, il y a la partie sud, la corniche Georges Pompidou, que vous avez ici, qui va conserver... D'abord, c'est la zone la plus utilisée aujourd'hui. Il y a 5 à 6 000 véhicules jour par sens et qui ne peut pas être mis en sens unique pour des raisons évidentes que c'est sur ce secteur-là que le flux reste le plus important. Voilà. Et on a la chance que ce soit la zone la plus large. Voilà. Donc ce grand principe de déplacement en sens unique ayant été validé, en fait, c'est le champ ouvert de tous les possibles au niveau de l'aménagement de tout le reste. Voilà, donc on va passer au slide suivant. Et effectivement, une fois que ce préalable du sens unique est validé, eh bien, les 10 zones d'animation peuvent s'exprimer pleinement. Voilà. Et vous les voyez, ces 10 zones d'animation, elles partent du sud. Et maintenant, on va vous proposer en fait un grand voyage à travers tout le projet, du sud au nord. Et on va à la fois vous rappeler les retours de la concertation et à la fois, à chaque fois, vous montrer le projet. Donc, Paola, si tu veux bien, voilà, la porte sud. Avant de faire ça, je m'excuse, j'ai oublié de présenter les intervenants qui sont ici. Donc, Vincent Guillermin à mes côtés, qui est maître d'œuvre paysagiste, qui représente l'agence Guillermin, qui dessine le projet. Et Didier Goubet, directeur général des services techniques à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, et donc qui est le maître d'ouvrage, qui pilote l'opération, le projet d'aménagement. Deuxième point, deuxième aparté, vous avez des petits papiers, vous pouvez noter les questions que vous vous posez au fil de l'eau, on les ramassera à plusieurs reprises au fil de la présentation.
Alors, sur la porte sud, ce qui ressortait, première chose, les avis qu'on a recueillis lors des ateliers, il y a d'abord des avis sur le projet qui a été proposé par l'agence Guillermin. D'une part, ce qui ressortait comme point fort, c'était que c'était important d'avoir un site qui joue un rôle d'entrée vraiment sur la corniche, qu'on puisse voir vraiment, avoir une vue dégagée sur la mer et que le projet prévoit de l'ombre à cet endroit qui est très exposé aujourd'hui. Les propositions complémentaires qui sont ressorties principalement, ça a été d'avoir des services qui sont liés vraiment à ce rôle d'entrée de promenade. Donc on puisse avoir par exemple des sanitaires, qu'on puisse avoir des informations particulières sur la corniche, qu'on puisse avoir des arceaux vélos ou de voir de la location de vélos. Enfin vraiment être un peu le point d'accueil pour ensuite aller se balader sur le site. Ce qui ressort aussi, c'est qu'on puisse développer le rôle de pôle nautique de ce secteur-là, qui inclut l'aviron, mais aussi plus largement d'autres sports nautiques. Il y a eu une demande de jeux d'eau et de fontaines. Et puis, venant plutôt des associations comme la LPO, l'idée d'avoir des aménagements favorables aux oiseaux, car on est sur une halte migratoire apparemment. Voilà, je vous gêne pas trop là, si je me mets debout, je vous gêne pas trop au niveau de la... Non, ça va. Alors je vais me mettre debout, ça va être plus pratique. Voilà, alors la porte sud, c'est cet espace en fait que l'on rajoute au programme qui n'était pas expressément prévu. Vous connaissez bien la zone, ça c'est l'aviron sénois, ça c'est une AOT de l'aviron sénois. Et puis là, nous avons la zone du parking qui est bien évidemment nécessaire et conservée. Voilà. Alors cet appel au niveau du sud est très important puisqu'on touche la zone du secteur des Sablettes. Voilà, les flux piétons vont arriver par ici. Et là, on crée en fait un square à la fois sur une zone qui aujourd'hui est un remblai utilisé par des stationnements. Et ce square, il est intéressant parce que c'est une zone d'appel à la fois transparente visuellement vers la baie du Lazaret et à la fois c'est une zone d'accueil, c'est-à-dire qu'il faut que les cyclistes puissent garer des voitures s'ils veulent aller sur les pontons, que ce soit une zone plus attrayante, plus verte. Voilà. Alors voilà ce que ça donne en plan de masse. C'est une zone assez intéressante. On est sur le domaine public maritime, donc tout est réversible, on est en platelage et il y a des plantations. Et assez vite, pour illustrer ce que cela peut donner, on va vous montrer un peu une photo état des lieux. Voilà, ça c'est ce giratoire qui est assez réussi, les plantations tout à fait intéressantes. Et on parle de cette zone basse là, ici. Si je peux revenir juste en arrière, Paola, voilà. Et vous voyez, cette zone, elle n'est pas particulièrement qualifiante. Et demain, on va repasser sur les slides état des lieux, Paola. Voilà, donc aujourd'hui, voilà la minéralité qui qualifie cette zone-là, plus le boulevard. Et un premier slide de projet qui va vous montrer le square, le réaménagement total et l'ensemble de ce qu'on a appelé les pontons promenades. Voilà. Alors ça, c'est vue du ciel. Et on va assez vite descendre au niveau du sol et commencer à se promener dans le projet en partant... On est dos au giratoire et on se dirige, tu vas un peu vite Paola, on est dos au giratoire et c'est le passage piéton quand on arrive depuis le secteur des Sablettes. Voilà. Donc ça c'est le nouveau boulevard Georges Pompidou avec une voie de 6 mètres, un trottoir, la piste cyclable et un trottoir. Et là vous apercevez le square de la porte sud. Voilà. Donc les gens pourront traverser en vélo et en piéton en toute sécurité. Puis après, on va pouvoir rentrer dans le square. Et voilà ce que ça peut donner. Donc le square, c'est une zone très transparente. On aperçoit la baie du Lazaret au fond. C'est ombragé. On peut garer ses vélos si on le souhaite. L'aviron sénois sera à droite et on aperçoit le début du ponton. Après, vous avez la possibilité soit de rentrer sur le ponton, soit de marcher sur la zone piétonne le long du littoral. Donc là, très vite, on est au tout début et assez vite, on est dans une zone voilà, où il y a un abribus. Donc on gère l'abribus puisque les
transports en commun sont extrêmement importants. Et on va continuer à cheminer, à avancer. Voilà. Là, vous êtes sur la section courante du boulevard où on traite un trottoir. Il ne marche plus. Un trottoir à gauche de l'image, une piste cyclable, une zone piétonne et le muret requalifié. Et vous apercevez sur la droite le ponton promenade. On peut continuer à avancer, Paola. Voilà. On chemine du sud vers le nord et à chaque fois qu'il y a un croisement de rues important, on crée un petit seuil urbain comme ça qui permet de rejoindre ou pas le ponton promenade. Et le ponton promenade, vous verrez après sur d'autres slides, permet un certain nombre de vues tout à fait intéressantes et d'usages complémentaires de si on reste sur le littoral. Voilà. Donc l'ensemble des 1 km 200 du boulevard Pompidou qui aujourd'hui sont extrêmement linéaires et extrêmement, j'allais dire, très peu ombragés, va être quand même ponctué d'un certain nombre de végétation. On peut continuer à avancer. Voilà. Et là, plus on s'éloigne du sud, plus on va vers le nord, plus on essaye d'animer. On retrouve une animation végétale à gauche qui existe aujourd'hui, que l'on va, j'allais dire, continuer à animer. Et on voit l'apport végétal que l'on pourrait retrouver d'une manière très ponctuelle, c'est une ponctuation, côté mer. Voilà. On peut continuer à avancer, Paola. Voilà, donc ça, c'était l'apport lié au projet de la porte sud. Après, on passait sur les pontons. Donc là, on vous a montré effectivement la promenade au niveau de la partie terrestre. Et maintenant, on a le concept du ponton promenade sur lequel tu vas pouvoir peut-être reparler un petit peu avant qu'on montre ce que cela donne quand on se promène dessus. Alors, les avis que vous aviez pu donner lors des ateliers de mars, donc sur les points forts que vous aviez relevés sur cette idée de ponton promenade, c'était vraiment de pouvoir être vraiment proche de l'eau et d'être isolé du flux de voitures de la corniche. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour cette proposition, avec des questions sur la résistance, la sécurité, le mode de gestion. Enfin, il y avait beaucoup d'interrogations sur concrètement comment ça peut se mettre en place. Et puis aussi sur l'impact sur le club d'aviron. Les propositions complémentaires, elles ont été foisonnantes. L'idée d'avoir des pontons pour les pêcheurs, mais aussi de pouvoir avoir un accès à l'eau pour la baignade, par exemple, pour des activités nautiques, de pouvoir avoir aussi des usages de type guinguette, des tables d'orientation, des installations artistiques, pouvoir découvrir la faune marine. Voilà, beaucoup de propositions qui ont été faites sur cet espace. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les usages sur les pontons sont complémentaires des usages sur la partie terrestre. Et là, aujourd'hui, voilà le dessin en fait des pontons. On a réduit, mais de manière très forte, sur le projet précédent, on avançait du double. Bon, là, on a effectivement écouté les doléances de l'aviron sénois et on est maintenant à un maximum de 25 mètres du bord. Voilà. Et pour autant, cela crée une promenade complémentaire, on va dire plus ou moins parallèle au bord, mais on n'est justement pas parallèle pour pouvoir donner ce qui est souhaité dans l'AVAP SPR, c'est-à-dire des points de vue sur la baie et des points de vue depuis des pontons sur des éléments patrimoniaux intéressants. Mais bon, vaut mieux aller se promener sur les pontons, ça sera plus facile à comprendre. Donc là, on va rentrer sur un ponton et aller se promener dessus. Voilà. Là, vous êtes à 1,80 m au-dessus de la mer et vous pouvez apercevoir à droite la baie du Lazaret qui n'est pas totalement encore modélisée puisque sur votre droite, on n'a pas eu le temps de s'occuper de tout, mais il y a l'ensemble des pontons existants qui sont de la même facture que ça et qui répondent assez aisément architecturalement à ces pontons qui sont d'un gris vieux bois flotté qui nous intéresse particulièrement. Et on continue à avancer et on va se promener comme ça
d'une manière assez intéressante. Vous avez des axes de vue tout à fait intéressants qui peuvent se développer. On n'avait pas de promeneur en train de pêcher en personnage 3D, c'est bien dommage parce que je pense que les pêcheurs vont venir. Voilà, cette animation des pontons reste encore à s'illustrer. Voilà ce que l'on verra depuis la mer quand on tournera la tête du côté de la zone humide. La zone humide, je vais vous la montrer, c'est un véritable parc, mais c'est pas inintéressant. Cette vue, vous l'aurez depuis les pontons. Et quand vous quittez les pontons et que vous revenez effectivement sur le littoral, voilà, vous revenez sur la terre, vous arrêtez de marcher sur l'eau. Et à nouveau, vous avez le choix, soit de continuer la promenade, comme ici à gauche, pour rentrer sur la zone humide, soit vous la continuez en reprenant les pontons autant que nécessaire. Voilà. Alors ces pontons, voilà, vous voyez le dessin. Ils se continuent dans la zone humide ici. Hein, les pontons, ils sont sur la mer, puis ils continuent sur la zone humide, et puis ils ressortent et ils continueront sur la mer. Donc c'est vraiment une manière assez, bucolique de passer de la mer à la terre ou de la mer à cette zone humide. Voilà. On va continuer la promenade, puisque ces pontons vont qualifier jusqu'à l'Institut océanographique Michel Pacha. Et là, voilà, on va rentrer, vous voyez, l'Institut océanographique, vous l'apercevez ici sur la gauche de l'image. Et soit vous y allez effectivement par la terre, et voilà comment on pense donner un peu d'espace et créer un parvis traversant devant l'Institut océanographique. Vous voyez ce parvis que l'on aperçoit ici, sur la gauche de l'image. C'est un peu pour marquer ce très bel élément architectural historique qui aujourd'hui s'impose par sa silhouette mais n'est pas forcément mis en valeur d'une manière tout à fait intéressante. Et là on fait un garde-corps totalement transparent et on voit bien que tous les flux de mode doux, que ce soit les cycles ou les piétons, ont une place intéressante pour passer, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Voilà. Et si ce n'est pas suffisant pour avoir un peu plus de recul, on va à nouveau utiliser un ponton promenade, s'éloigner et pouvoir admirer la silhouette un peu plus reculée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et le ponton va continuer un peu plus loin, côté nord. Voilà. Donc, ces points de vue un peu inédits sur la silhouette de l'Institut océanographique, vous ne pouvez les avoir qu'en bateau aujourd'hui. Demain, on propose qu'elles soient sur des pontons promenades. Voilà. Ces pontons promenades prendront fin, on est ici dans l'axe de l'avenue Thierry, prendront fin par un ponton un peu plus généreux qui permettra, ça c'était aussi dans la concertation d'ailleurs, potentiellement d'autres utilisations. Il a été évoqué, pourquoi pas un kiosque, etc. C'est encore à mettre au point. Mais ce ponton-là donne un point de vue tout à fait intéressant et on est juste en face des pontons qui sont à une centaine de mètres au large où il y a encore des personnes qui sont en train d'exploiter pour des coquillages ou des exploitations de pisciculture. Voilà. On va continuer maintenant le projet par un des éléments phares qui va être la zone humide du Crouton. Et là aussi, ça avait été des propositions tout à fait intéressantes en termes de concertation. Alors, ce que vous aviez relevé d'intéressant dans la proposition qui vous a été présentée au printemps, c'était à la fois la place qui avait donnée à la nature et à l'eau, l'importance de préserver cet environnement, la proposition d'avoir un parcours pédagogique pour le découvrir, le lien avec l'Institut océanographique, la possibilité d'accueillir des groupes aussi plus facilement sur cet espace, et l'idée de continuité de parcours avec le ponton promenade. Dans les propositions, il y avait des demandes pour des espaces de convivialité
en plus, ou de sport, des espaces pour les chiens, car aujourd'hui c'est un espace très utilisé comme canipark libre, de faire une continuité avec l'allée du parc Faunelli, d'avoir une continuité visuelle, et pour certains, pas tous, le souhait de pouvoir quand même aussi marcher au sol. Alors, cet espace de la zone du Crouton, elle se caractérise par un terrain extrêmement plat qui fait quand même 9000 m², ce qui est une surface tout à fait intéressante, qui aujourd'hui est très dégradée. Vous avez un mauvais parking ici remblayé, vous avez pas mal de déchets, vous avez effectivement, on appelle une zone humide, mais parce qu'effectivement il y a un fossé ici et un fossé là qui a tendance, avec le marnage, à devenir des présalés. Voilà. Mais il faut arriver à lui redonner ses lettres de noblesse en tant que zone humide. Donc le parti d'aménagement qu'on a arrêté, c'est effectivement de prolonger les pontons par des pontons, on va dire, suspendus à 50 cm du sol, de créer ici une zone, on va dire, un peu plus dense. Vous allez voir, c'est une sorte d'amphithéâtre de verdure en bois tourné vers la baie du Lazaret, intégrer cette station de refoulement des eaux usées et de créer une liaison intéressante avec l'Institut océanographique, puisque c'est un partenaire quelque part du projet. Voilà. On peut rapidement montrer la coupe générale du projet, parce qu'elle est non négligeable. Peut-être l'état des lieux, Paola, en premier lieu. L'état des lieux, c'est donc aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire que la zone est caractérisée par une très forte végétation. Par contre, demain, si on regarde effectivement ce qui va se passer, eh bien, il y aura des zones piétonnes souvent en ponton, avec, vous verrez, ce petit amphithéâtre qui va donner une vue. Il y aura des sanitaires parce que c'est demandé. Il y aura l'intégration paysagère de la station de refoulement qui disparaîtra. Et puis, il y aura la zone circulée qui sera limitée plus qu'à 6 mètres d'emprise. Et bien évidemment, la continuité des modes doux de l'autre côté. Voilà. Alors, en 3 dimensions, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, on la voit, la zone humide, la continuité avec le parc Faunelli, c'est ce petit cheminement, mais enfin, on ne peut pas dire que ça soit extrêmement qualifiant. Et on aperçoit la linéarité de l'avenue Georges Pompidou, etc. Demain, voilà la même zone réellement aménagée. Et pourquoi c'est important en fait de faire des pontons et de maintenir les piétons sur ces zones, j'allais dire, qui sont mises en défense par rapport à la zone plus naturelle, c'est que ça va permettre de développer une zone humide réellement. Voilà. Il y aura une très forte végétalisation, et là on est assez confiant parce que même si j'allais dire, si l'eau n'est pas très loin, si vous traitez avec des essences spécifiques et que justement vous donnez aux plantes le plus de chances de se développer, ça risque de se passer assez bien. On traite l'avenue qui existe côté, voilà, ici, côté ouest, en sens unique comme elle est actuellement, et on intègre un certain nombre de stationnements tout le long, il y en a une trentaine, pour permettre, aux riverains de se stationner, même si les riverains d'en face n'en ont pas besoin, et puis aux gens qui ont envie de profiter au quotidien, j'allais dire, de ce parc, de pouvoir se garer. Voilà. On va descendre maintenant. Il y a une autre vue. Non. Oui. Voilà. On va continuer. Voilà. Ça, c'est le parc vu depuis le côté mer, avec les pontons, une fois de plus, qui vont d'un côté, de l'autre, etc. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, on va continuer notre cheminement sur une partie un peu plus terrestre. Voilà. Là, on est côté ouest et on aperçoit la baie du Lazaret ici. Donc, on gardera une transparence visuelle. Là, on est en face du parc Faunelli, en fait. Voilà. Et si on continue, voilà, si on continue notre cheminement, on va rentrer dans le parc. Et voilà réellement ce qu'on pourra avoir comme résultat. C'est pour ça que, bon, on pourra toujours essayer de donner certaines surfaces
au piétinement. Mais si on veut que la zone humide fonctionne, normalement, c'est à travers ces pontons dont il faut respecter les parcours. Voilà la deuxième entrée qui est un petit peu plus vers l'Institut Michel Pacha. On voit que les véhicules sont bien à l'ombre et que l'on peut cheminer d'une manière tout à fait intéressante. Voilà, là on rentre sur la partie nord et on aperçoit cet espace tout à fait intéressant, ombragé, qui est une sorte d'amphithéâtre de verdure en bois, suspendu. Donc vous allez voir le détail, le slide d'après. Ça, c'est des cheminements, voilà. Et ça, c'est l'amphithéâtre de verdure qui sera utilisé par tout un chacun, mais qui pourra aussi servir à l'Institut Michel Pacha quand un certain nombre d'événements annuels se passeront, se développeront. Et voilà ce que vous verrez, en fait, depuis le parc, vous apercevez totalement la baie du Lazaret, comme ça. Voilà, donc ça, c'est pas une vue de l'esprit, on est en modélisation réelle. Voilà ce qu'on apercevra depuis le parc. Ça, c'était donc la zone du Crouton qui était, on va dire, la troisième zone importante du projet. Embarcadère et parking Tamaris. Alors, sur ce secteur, les points forts que vous avez relevés, c'est la question de la suppression du stationnement sur l'embarcadère, le fait d'avoir des entrées et sorties de parking qui sont déplacées sur l'avenue Thierry, et la création d'un belvédère et d'un solarium sur la digue existante de l'embarcadère. Les propositions complémentaires, c'est l'amélioration du fonctionnement du parking relais, l'idée de pouvoir l'ouvrir à tous, le fait d'avoir une buvette et des sanitaires sur l'embarcadère et de créer plus de liens entre la villa Les Palmiers et la Corniche. Alors là, on est arrivé à suivre les propositions, puisque vous voyez, il n'y a plus une seule voiture stationnée sur l'esplanade. Les voitures sont reportées ici, avec une réorganisation du parking, avec une entrée et une sortie sur l'avenue Thierry. Et il y a le souhait de rendre cette esplanade beaucoup plus attrayante. Donc il y a à la fois l'idée de créer un platelage belvédère, mais qui sert en fait de plagette ou de solarium pour une zone de baignade qui existait anciennement ici, puisqu'il y avait une plagette. Une personne bien renseignée nous l'a précisé. Et ce platelage va permettre aussi de découvrir la très belle silhouette de l'ancien Grand Hôtel qui est ici. Donc c'est plus une seule voiture. On laisse l'accès pour les marieurs parce que bien évidemment qu'il faut laisser les gens travailler. Et il y aura potentiellement, c'est à la discussion, une requalification du port. Aujourd'hui, on n'en est pas totalement là. Voilà. Et là, vous voyez, vous apercevez ici le ponton promenade que j'ai évoqué tout à l'heure dans l'axe de l'avenue Thierry. Voilà. Tout ça reste encore à valider. Mais voilà en fait cette zone de l'esplanade avec des sanitaires, pourquoi pas une petite buvette, et on va comme ça vraiment nettoyer l'espace de l'ensemble des voitures. On peut voir ce que ça donne en état des lieux. Donc voilà, aujourd'hui, vous le connaissez cet état des lieux, et c'est ces véhicules que l'on veut absolument évacuer de la zone. Je crois qu'il y a une autre photo qui montre à peu près la même chose, mais vous voyez bien que si là on a un platelage belvédère, eh bien, cette zone de baignade là peut être totalement intéressante, et on aperçoit effectivement l'ancien Grand Hôtel et son annexe. Donc c'est tout à fait intéressant. L'axe menant au P+R, c'est-à-dire c'est un parking relais que l'on va requalifier. Et donc il y aura une action relativement limitée sur cette zone-là, mais qui va faire du bien, ne serait-ce qu'en enlevant les véhicules. Et là, on se tourne sur la corniche Michel Pacha et on aperçoit ici au fond le port du Manteau. Et c'est là où on intervient avec une proposition, j'allais dire, qui a fait débat mais qui est indispensable. C'est le fameux ponton en estacade le long de la voie. C'est-à-dire qu'on va gagner ici, sur cette zone, 3 mètres en estacade, en ponton. On peut montrer ce que ça donne en 3D. Voilà ce que cela va donner. Et ce système-là de projet va nous permettre à la fois
d'avoir une voie à double sens à 6 mètres, une zone tampon végétalisée, les cyclistes sur leur piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 m, le muret existant qui va être largement requalifié et 3 mètres de ponton en estacade, 3 mètres de large, totalement sécurisé par rapport aux cyclistes, les cyclistes totalement sécurisés vis-à-vis des véhicules. Et ça, on l'a sur un linéaire assez long, tout à fait intéressant, jusqu'au port du Manteau et jusqu'à cette zone tout à fait intéressante qui est l'ancien appontement Michel Pacha qui existait d'une manière historique que l'on va essayer de restaurer. On en a parlé aux ABF, a priori ils y sont favorables. Voilà. Donc ça c'est un point assez crucial et très fort de notre aménagement. Et je crois que le point d'intérêt suivant, c'est justement le port du Manteau. Vous le connaissez, ce port, pour nous, c'est vraiment un des joyaux du projet. Voilà, la concertation a donné ces éléments suivants concernant ce port. Alors, juste avant que je vous présente ce qui ressort de la concertation, pour celles et ceux qui ont déjà pu écrire des commentaires ont des questions et qui ont réagi sur les sites qui les intéressaient le plus dans la présentation et qui souhaitent déjà pouvoir rendre leur questionnaire, n'hésitez pas à le faire. Il y a des personnes qui vont passer dans les rangs pour les récupérer. Comme ça, nous, on peut commencer à traiter, à regarder vos questions et y répondre tout à l'heure. Alors, sur le port du Manteau. Les points forts qui sont ressortis de la concertation sur le projet, c'est le fait de restaurer la plagette sur le site, de garder l'authenticité du lieu, ça c'était quelque chose qui était très important, notamment lors des diagnostics en marchant. Le fait de conserver le terrain de pétanque et de rénover l'appontement historique Michel Pacha. Il y avait des questions sur la place du stationnement. Quelle place on lui donnait désormais dans le projet et sur la préservation ou non de la cale de mise à l'eau. Et des propositions complémentaires, à la fois buvette, espace de convivialité, table de pique-nique, en faisant attention aux nuisances, et le fait de déplacer le petit bâtiment qui est sous le palmier que vous voyez là pour pouvoir libérer la vue au maximum. Voilà, alors sur cette zone du port du Manteau, on va se livrer à vraiment ce qu'on appelle une restauration, c'est-à-dire on va essayer d'être assez peu interventionniste puisque ce port est historique et que du coup on va conserver l'ensemble des pierres historiques qui en font le tour, même si elles sont largement pour certaines abîmées. Et effectivement, vous allez voir qu'on va restaurer les plagettes, qui existent ici, là, et peut-être dans une moindre mesure dans ce secteur-là. Et on va essayer de donner à la fois plus de confort aux gens qui utilisent le port en tant que... Voilà, effectivement. Voilà. On va donner un petit peu plus de confort parce qu'aujourd'hui, c'est pas extraordinaire en termes d'utilisation. On va pour autant maintenir les 14 places qui existent, mais en les déplaçant de l'autre côté. Et on va sécuriser les flux. Parce qu'aujourd'hui, les véhicules sont garés ici et on ne peut pas accéder au port d'une manière, sereine et sécurisée. Alors, en termes de flux, vous apercevez ici la voie qui est à double sens. Et là, vous apercevez vraiment un mini-gératoire qui va permettre de faire demi-tour. Puisqu'à partir de là, on est en sens unique, dans le sens nord-sud, et les personnes, monsieur tout le monde qui arriverait dans ce secteur-là ferait demi-tour au gératoire, au mini-gératoire qui est ici. A contrario, les riverains qui habitent un petit peu plus dans ce secteur auront une voie dédiée pour pouvoir leur permettre d'atteindre leur entrée. Voilà. Peut-être tu peux dézoomer, s'il te plaît. Voilà. On va vous montrer ce que ça donne en 3D. Donc ça, c'est l'état des lieux, le port aujourd'hui. Donc on voit que c'est une zone extrêmement délabrée. Les plagettes, on peut considérer que c'est une plagette, mais enfin c'est quand même des zones extrêmement, dégradées. Et demain, le projet va remettre tout ça à plat avec
l'estacade que vous apercevez à gauche de l'image, ici, les piétons, les cycles arrivent ici, et on requalifie le parvis d'entrée de la propriété Michel Pacha avec ses magnifiques piliers en calcaire qui existent. On maintient les véhicules, vous voyez, complètement côté ouest. On maintient les stationnements. Il n'y a pas de problème, les gens pourront toujours stationner et venir utiliser le port. Mais le port, sans en changer le pourtour et sans en changer la pierre de quai qui va simplement être restaurée, on lui redonne, on va dire, un aspect un peu plus soigné, et on va faire quelque chose de très naturel. C'est-à-dire qu'historiquement, on voit bien sur les photos que c'était une pierre de quai en calcaire et déstabilisée. Donc c'est quelque chose que l'on va essayer de retrouver. On peut peut-être passer sur la vue suivante. Ça, c'est à nouveau, vous voyez, l'état des lieux, donc pas extraordinaire, hein, les plagettes, une fois de plus. Et demain, cette zone-là, voilà, on va permettre au flux de se déplacer en toute sécurité. Les vélos que vous apercevez ici, les piétons qui arrivent sur une grande zone dédiée à un jeu de boules, puisque le jeu de boules, c'est une des idées qui vous a plu et qui doit être conservée, sauf qu'on rajoute de la végétalisation pour ombrager, on rajoute des bancs pour une certaine convivialité, on maintient la mise à l'eau historique qui a été demandée, et on renforce au niveau paysager cette zone-là qui est un petit espace boisé classé que on essaye de renforcer pleinement. Voilà. Et effectivement, là, on l'aperçoit à peine, il y a une petite zone du mini-gératoire qui est ici. Donc voilà les propositions forces de cette zone-là. On continue, vas-y Paola. Une dernière vue drone, vas-y, qui en gros illustre un petit peu de la même manière. Le projet où on aperçoit la zone qui va aller vers l'esplanade Sébi, on va y arriver. On va aller sur les 3D au sol. Non. Bon, on ne va pas y aller, c'est pas grave. Donc voilà pour le port du Montaut. Et à présent, on va se diriger vers l'esplanade Sébi, hein, qui est un des éléments phares du côté nord du projet. Sur les points forts qui ressortent des ateliers du printemps, il y a l'idée que c'est un espace qui reste ouvert dans le projet sur le fort et sur la rade. Que ce qui a plu aussi dans le projet, ce sont les gradins et la plagette qui est restaurée, et le fait de végétaliser, d'apporter de l'ombrage aussi sur cet espace. Il y a eu la question des barbecues sur cette zone-là qui s'est posée, et plus largement sur tout le secteur, où il y a eu beaucoup d'échanges avec des positions différentes en fait qui sont ressorties. Soit la question d'interdire totalement et d'empêcher et de ne pas mettre en place de mobilier fixe, y compris des tables de pique-nique pour pas inciter à la pratique. Et d'autres ont jugé que ce serait intéressant quand même de mettre au moins des tables pour les personnes qui souhaitent pique-niquer, voire certains des barbecues fixes pour encadrer la pratique et empêcher des incendies, etc. Donc voilà, il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet-là. Les propositions sont principalement sur l'idée d'avoir des jeux pour les enfants et pontons de pêche. Voilà, donc on va commencer par une vue en plan de masse, mais qui ne montre pas grand-chose, si ce n'est que l'on a conservé le périmètre existant de l'esplanade, qu'on a conservé la mise à l'eau historique. C'est dans la VAP, on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, il y a une végétalisation plus importante, parce qu'une des demandes phares, si j'ose dire, c'est quand même d'avoir une esplanade ouverte à la vue, mais peut-être un petit peu mieux ombragée. Et puis vous allez voir un élément structurant un peu particulier, qui est une sorte d'amphithéâtre de la mer tourné vers la baie du Lazaret, que l'on essaye d'intégrer au mieux, et en discutant avec nos amis de la DDTM, que l'on essaye d'intégrer au mieux par rapport aux arrangements existants. Alors on va aller sur les vues drone. Ça, elle est intéressante cette vue, parce qu'on est dos à l'esplanade Sébi, on aperçoit l'arrivée depuis le port du Manteau, hein, avec le magnifique bâtiment existant restauré de l'ancien casino du Manteau, qui est la Villa Capricciosa de mémoire maintenant. Et voilà ce que ça va donner en projet demain.
le port du Manteau est là, et on se dirige vers le port du Manteau. Et là, on voit bien le sens unique, la possibilité de laisser des stationnements riverains, comme c'est le cas aujourd'hui, mais la piste cyclable et la zone piétonne qui sont sur le même plan, mais quand même dissociés pour avoir une sécurité en termes de conflit d'usage. Donc voilà, c'est quelque chose de très, j'allais dire, de bien plus animé que ce qui existe aujourd'hui. Le mur est restauré. Ce mur historique, on n'a pas le droit de le détruire, donc il est simplement restauré. Et maintenant, on va aller voir l'esplanade Sébilles elle-même. Alors là, vous avez une série de photos état des lieux magnifiques. Voilà ce que ça donne en projet. Donc on est dans l'intégration. On ne fait pas un changement radical ni de destination ni de traitement. C'est-à-dire qu'on améliore la qualité très pauvre aujourd'hui du périmètre, mais on maintient les usages. Voilà, on peut continuer à avancer. Voilà, cette photo est très stratégique parce que vous voyez quand même l'état de délabrement très avancé des infrastructures, des superstructures. Et demain, on va simplement mettre les choses à niveau avec une très belle pierre de quai qui va faire le tour, des enrochements qui vont être réajustés, cette mise à l'eau qu'on ne peut pas détruire parce qu'elle est historique, etc. Mais là, on va traiter un petit peu mieux les zones d'enrochement et de plagettes. Et on va surtout créer une esplanade assez naturelle, sûrement avec des stabilisés ou des zones, j'allais dire, perméables assez naturelles, que l'on va végétaliser un petit peu plus. Alors voilà, cette vue aussi est intéressante puisqu'on aperçoit l'esplanade depuis l'autre bout et on aperçoit l'amphithéâtre tourné vers la baie du Lazaret. Donc c'est vraiment quelque chose qui descend très doucement vers la mer. Et là, on va descendre au sol pour voir quelle est la perception. On a ici le fort Balaguier sur la gauche de l'image et on va descendre au sol. Voilà, moi, c'est une vue qui m'a toujours fasciné. Lorsqu'on arrive, on est dos à Balaguier, Balaguier est à gauche, il y a ce mur, et vous avez cette fenêtre incroyable sur la baie du Balaguier. Et vous découvrez plein sud la baie de Balaguier, et voilà ce qu'on apercevra demain. Là, on est à la place d'un conducteur. Et si on avance, voilà quand on est cycliste ce que l'on verra. Et au fur et à mesure, on avance vers l'esplanade. Vous la connaissez, cette découverte de cette grande esplanade. Voilà. Alors là, nous, on n'invente pas grand-chose, puisque l'essentiel, c'est le panorama qui existe, que l'on veut conserver. Mais on donne plus de confort, plus d'ombre, on met des bancs, et on essaye d'organiser l'espace pour avoir un peu plus de polyvalence. Voilà. Et si on est utilisateur, pêcheur, etc., on va rentrer sur l'esplanade. Parce que les pêcheurs sont quand même des utilisateurs assez importants. Donc ils sont plutôt sur le bord du littoral. Alors on a rajouté ces pins qui font écho aux pins qui existent derrière. On verra si nos amis les ABF sont d'accord avec nous là-dessus. Des bancs qui sont à l'ombre qui n'existent pas aujourd'hui. Et on va pouvoir se diriger vers le littoral et découvrir cette infrastructure qui est l'amphithéâtre de la mer. Voilà, pour les gens qui connaissent bien le site, voilà, on ne change pas la configuration d'une manière radicale. C'est plutôt l'infrastructure aujourd'hui qui est dans un état de délabrement avancé que l'on remet à niveau. Et là, vous apercevez une zone de convivialité tournée vers le sud, vers la baie du Lazaret, qui, à notre avis, pourrait être intéressante de mettre en œuvre. Voilà, et on aperçoit très intégrée, très discrète, ce petit amphithéâtre de la mer tourné vers le sud-ouest. Voilà. Alors tout ça reste encore à affiner, à améliorer, mais sur les grands principes, on garde la simplicité de l'esplanade Sébilles, qui pourrait être une zone totalement stabilisée, une zone beaucoup plus verte à l'arrière, ombragée. Voilà. Ça, c'était l'esplanade Sébilles, qui est côté sud de Balaguier, et maintenant on va aller côté nord, puisqu'il y a le port et le fort Balaguier. Alors sur cet espace, ce qui a été relevé comme point fort, c'est l'idée d'avoir vraiment d'ouvrir l'espace, d'enlever les clôtures, de pouvoir rénover au maximum le site et ses quais, d'avoir une navette maritime et du stationnement réorganisé.
Les propositions, elles ont été vraiment sur l'idée d'avoir des lieux de convivialité, des services, principalement de la restauration, des bars, des terrasses, cafés. L'idée d'avoir un kiosque ou un théâtre de verdure, voire un marché. Voilà, donc des propositions vraiment autour de la convivialité. Voilà, alors ce site, il est extrêmement dégradé, on le voyait sur les photos état des lieux. On a eu une discussion avec le service des ports qui veut conserver le port dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire avec des bateaux pas boraqués, mais légèrement en retrait. En termes de gestion, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Donc ce projet, il passe par la requalification de l'ouvrage de protection digue qui aujourd'hui est extrêmement dégradé, chose qui sera réalisée en parallèle, ainsi que la requalification de l'ensemble du périmètre de la promenade Boracay. Et ensuite, si on parle de fonctionnalité et de convivialité, le projet s'articule autour d'un parking paysager d'une 30aine de places que vous apercevez ici, d'un square, petit square, urbain, à la fois tourné vers le port, mais qui donne aussi accès avec une mise à l'eau que vous apercevez ici. Ce petit square, il intègre des services portuaires comme un WC, des douches et pourquoi pas un petit local pour mettre les annexes servant aux propriétaires des bateaux pour aller de la mise à l'eau jusqu'à leur bateau et dans l'autre sens. Et le projet s'articule autour donc de la prise en compte de l'arrivée des piétons, de la promenade Boracay qui pourra se continuer sur la digue ou qui pourra se continuer ici dans ce square Jacques Lebon, qui n'existe pas aujourd'hui en tant que tel, et qui demain sera une zone tout à fait intéressante d'amphithéâtre de verdure tourné vers la baie de Toulon. C'est tout à fait intéressant, vous allez voir ce que ça donne en 3D. Et après, il y a le parvis du fort qui aujourd'hui est totalement, utilisé par les véhicules et qui demain deviendra piéton. Voilà. Ce qui veut dire que demain, qu'on soit véhicule, on pourra stationner ici, qu'on soit vélo, on pourra soit se stationner, soit continuer le tracé. Et si on est piéton, on va, vous le verrez sur les 3D, arriver sur une esplanade très généreuse qui va aller en s'élargissant. On va aller sur les vues drone pour vous montrer ce que cela donne en vision haute. Ça, c'était donc Jacques Lebon, le square Jacques Lebon tel qu'aujourd'hui, et demain, il ne va pas vraiment changer totalement de configuration, il va juste être mieux planté, mieux organisé, avec les mises à l'eau historiques que l'on doit conserver. Vous apercevez ici la digue de protection requalifiée, la promenade Boracay requalifiée, le parking paysager qui va permettre d'intégrer les véhicules beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et si on continue notre promenade et qu'on recule un petit peu la caméra, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc je vous rappelle ces magnifiques clôtures et ces enrochements malheureusement en très mauvais état. Voilà, demain, il n'y aura plus de clôture, il y aura juste une promenade Boracay. Le parking va disparaître, le square, lui, va nous permettre justement d'avoir une zone de convivialité tout à fait intéressante. Et les bateaux pourront être ici, dans cette zone, en sécurité par cet ouvrage qui va être qualifié. Voilà. On va encore un petit peu reculer. Et voilà ce que donne une 3D avec la mise à l'eau mieux organisée qu'anciennement, puisqu'elle était dans l'angle, qui va permettre de mettre à l'eau un certain nombre de petites unités. On n'est pas sur des choses très, très importantes. Et on aperçoit ici, on peut continuer à descendre au niveau de la 3D, au niveau du sol. Voilà. Alors voilà ce que ça donne quand on arrive en zone piétonne. On va avancer vers le parvis. Voilà. Là, on aperçoit le parvis qui devient complètement piéton. On aperçoit les véhicules qui continuent à passer ici, côté ouest. Les vélos également. Alors, bien évidemment qu'on pourra se garer en vélo pour aller au fort Napoléon, à Balaguier. Et là, vous apercevez cette nouvelle zone très verte que l'on va créer, qui est le square Jacques Lebon. Voilà.
je crois qu'il y a encore une image, voilà, où on aperçoit le parvis, l'entrée actuelle. Donc cette zone-là va devenir vraiment piétonne. Je ne dis pas qu'exceptionnellement les véhicules pourront y aller parce qu'il y a toujours des manifestations et c'est indispensable. Mais d'une manière générale, c'est une zone qui devient beaucoup plus piétonne et réservée au mode doux. Donc je crois que là-dessus, on a plus de 3D à montrer et on va aller vers la zone intéressante des plagettes qui est une pratique non négligeable dans cette baie. Alors sur l'Anse-Balaguier et les plagettes, ce qui ressortait, c'était le fait de conforter la baignade comme un point fort du projet. Il y avait des questions sur la pollution de l'eau sur la zone de baignade. Et les propositions, elles portaient principalement sur le stationnement, d'avoir quand même un peu de stationnement pour les riverains, les utilisateurs des plages, et de pouvoir reconstruire certains anciens pontons pour des usages de baignade, de pêche ou autres. Alors là-dessus, on est très simple, c'est-à-dire qu'on conforte ce qui existe. De toutes les manières, on est sur le domaine public maritime, donc on n'a pas le droit d'intervenir. Mais tout simplement pour dire que lorsqu'il y a des maçonneries, on va les conforter. Là, il y a une mise à l'eau qui existe que l'on va conforter, mais les plagettes elles-mêmes, écoutez, elles sont conservées. On vient de passer devant, ça marche extrêmement bien. La grande différence, c'est que là, on est en sens unique et qu'il n'y aura plus de stationnement sauvage et qu'à contrario, les cycles et les piétons pourront longer d'une manière beaucoup plus sécurisée les plagettes. On va finir par la partie nord où effectivement il y a le jardin des Canets qui est un petit jardin de 2000 m². Alors sur cet espace, ce qui était apprécié, c'était de rester sur un aménagement naturel, au calme, fortement végétalisé. Il y avait une forte demande des riverains pour préserver la tranquillité du site parce qu'ils sont vraiment au bord du jardin et le souhait d'avoir des activités culturelles mais calmes. Voilà, donc écoutez, là ça s'illustre par un plan de masse assez simple où il y a une requalification de l'ancienne batterie qui est ici, une entrée qui se situe dans cette zone-là et quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que c'est un parcours qui va déterminer un certain nombre de salons dits de lecture. Donc c'est des zones ici directement en front de mer qui permettent de donner une vue assez exceptionnelle. Voilà, il n'y a pas énormément de modifications. Il y a juste une place PMR qui est à ce niveau-là parce qu'on n'arrive pas à monter sinon de haut en bas et que ça, au niveau norme, on est un petit peu obligé. C'est une zone très verte. Voilà, c'est une zone très verte, très ombragée, voilà, qui doit faire l'objet de beaucoup de soins de notre part. Ça, c'était le jardin des Canets. Il y a aussi un parc qui s'appelle le parc Belvédère, qui est en cours de genèse et les terrains en cours d'acquisition vis-à-vis de l'armée, puisque aujourd'hui ils appartiennent à l'armée. Donc c'est ce parc assez important en surface, voilà, qui arrive en fait dans sa partie supérieure à s'organiser autour de bâtiments existants, d'une grande zone, on va dire, d'une grande zone d'esplanade que vous apercevez ici, la zone des anciennes batteries en partie supérieure, et après on est sur une zone collinaire, c'est-à-dire que n'imaginez pas que c'est plat, c'est très en pente, d'où des parcours piétons et cyclables, on va dire, plutôt tortueux parce qu'il faut arriver à monter et à descendre. Voilà. Pour information, ce cheminement que vous apercevez là et qui redescend au niveau du jardin des Canets est l'ancien chemin des douaniers avant que la route du bas n'existe. Alors sur ce projet, on est très prudent parce qu'il faut faire l'acquisition, c'est en cours, mais il y a aussi une acquisition privée à faire dans ce secteur-là. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que c'est le pendant nord du parc zone humide du Crouton, côté sud. Voilà. Et on finit par l'extrémité vraiment nord qui est le quai des douaniers. Alors sur cet espace, les points forts relevés sur le projet à l'époque, c'était la question de l'ouverture et de l'aménagement du site, le fait d'avoir le belvédère de la rade et le chemin des douaniers qui montent.
le fait d'envisager une navette maritime sur ce secteur-là et de rénover l'ensemble des quais. Ce qui était proposé, c'était de donner à ce site un rôle de porte nord de la corniche, comme c'est le premier lieu sur lequel en fait on a une vue sur la mer quand on vient du centre-ville. Et donc de faire toutes les jonctions avec les transports, notamment sur cet espace. Dans les demandes, il y avait aussi la question de donner de la place toujours à la pêche et d'envisager, pourquoi pas, des aménagements type théâtre de plein air ou jeux d'enfants aussi sur ce site. Voilà, alors très simplement sur cette zone, c'est un peu la zone où on est la moins bien calé en termes de décision, parce que au niveau domanial, au niveau purement du plan d'eau, on est encore dans un périmètre qui appartient à l'armée. Et aujourd'hui, on est sur un programme qui maintient tout ce qui nous a été demandé, c'est-à-dire un petit parking riverain, potentiellement un accès à la mer pour la pêche et pourquoi pas pour du cabotage. On est sur le maintien de la piste cyclable, le maintien d'un certain nombre de places ici et un petit amphithéâtre ouvert plein nord, la requalification de cet élément bâti existant, la plagette existante qui doit être conservée dans les cadres de la VAP SPR et pourquoi pas la requalification de cette digue. Voilà. Mais il est vrai que c'est un des sites où on est le moins, abouti en termes de projet parce que on n'est pas arrivé à voir tous les arbitrages. Voilà. Donc là, je crois qu'on arrive à la fin des 10 zones d'animation. Alors, si certains d'entre vous ont encore des questions qu'ils ont pu écrire sur leur formulaire, on va les ramasser pour pouvoir y répondre juste après. Pendant qu'on fait ça, moi, je vais vous présenter les étapes suivantes de la démarche. Paola, si tu veux. Donc, suite à cette réunion, il va y avoir encore un affinement du projet. Vous l'avez entendu, il y a encore aussi des choses qui sont à confirmer en termes de validation des différents services de l'État. L'objectif, c'est d'avoir la phase, on va dire, des autorisations avec enquête publique en fin d'année. Pour pouvoir lancer la consultation des entreprises qui feront les travaux au début 2023 et commencer progressivement les travaux, comme Madame le maire vous l'a expliqué, en commençant par le secteur des Sablettes et puis en remontant progressivement vers le nord. Alors, on va commencer à répondre aux premières questions qu'on a récoltées. Première question. Sur le secteur 1, pourquoi les pistes cyclables n'est pas séparées physiquement des piétons ? Sur le secteur 1, c'est bien ça? Oui. Alors sur le secteur 1, c'est-à-dire la corniche Pompidou, les 1 km 200, tout simplement parce que on doit avoir une coupe, Paola, qui explique ça assez bien. Ça, c'est l'état des lieux. Et encore, c'est pas la bonne. Ouais, on l'a à 13 mètres ou non? Bon. Ben voilà. La raison, c'est que on est très limité en largeur et que le mur qui existe aujourd'hui à droite de l'image, il doit être conservé où il est. Et quand on cumule trottoir, 6 mètres de voie et il nous reste à peu près 5 mètres pour les modes doux, on ne peut pas avoir une limite physique réelle entre la piste cyclable de 2,50 m et le piéton qui fait à peu près 2 mètres. Voilà. Ceci dit, il nous reste quand même 4,50 m de mode doux, bien identifié au sol. Nous, on pense qu'en termes de conflit d'usage, ça va être très limité. Très limité. Le cas de figure où vous avez un muret entre la piste cyclable et la zone piétonne, c'est quand la zone piétonne est gagnée en encorbellement, enfin en ponton, pardon, sur la mer. Et on utilise le mur existant comme limite physique. Voilà. Donc l'explication, c'est qu'on est limité par l'espace dédié à l'ensemble de tous les flux. Qu'est-il prévu au niveau de la sécurisation des pontons? Y aura-t-il des rambardes? Alors, les pontons, regardez, non, c'était bien ça. En fait, ces pontons, j'allais dire, on n'en a pas une culture forcément énorme dans le sud de la France. Or, ça existe. Si on peut revenir sur le slide d'avant, la photo exemple, elle est pas mal.
Voilà, ça, on ne l'a pas inventé, hein, ça existe. Et vous voyez qu'il n'y a pas de sécurisation. C'est-à-dire que les pontons, ils sont ouverts, comme ça. Et effectivement, il n'y a pas de garde-corps. Il y a d'autres configurations où, sur le bord du ponton, vous avez juste ce qu'on appelle un guide canne ou un guide roue, qui est un élément hors sol de quelques centimètres qui permet en fait d'avoir un garde-fou. Mais effectivement, on ne prévoit pas de garde-corps. Et moi, des pontons promenade, j'en ai utilisé à l'étranger sur différents pays, il n'y a jamais de garde-corps. A contrario, potentiellement, il y a une échelle tous les 50 mètres, potentiellement, si jamais les gens tombent à l'eau. C'est une réalité aussi peut-être de sécurité. Les garde-corps, on va les mettre par contre sur ce qu'on appelle les zones, voilà. C'est-à-dire sur les pontons promenade, il n'y aura pas de garde-corps. A contrario, sur la partie piétonne en estacade le long des voies, il y aura un garde-corps. Mais c'est pas la même utilisation. Si vous voulez, sur les pontons promenade, on est sur une utilisation beaucoup plus bucolique. Sur les pontons le long de la voirie, on est sur quelque chose d'un petit peu plus moins promenade et plus déplacement urbain d'une manière un peu plus avec plus de vitesse. Voilà. Est-il prévu un nettoyage spécifique des fonds marins au niveau des pontons ? Alors, il est déjà prévu pour un budget de l'ordre de 850 000 € hors taxe, presque 1 million d'euros, le nettoyage du fond de baie des macro-déchets. C'est-à-dire qu'on a envoyé des plongeurs et on a quand même un petit peu halluciné de tout ce qui peut traîner au fond de la baie. Donc c'est l'occasion de nettoyer le fond de la baie de macro-déchets. Et effectivement, une fois que ce travail aura été fait et que les pontons seront en place, il faudra prévoir, et ça c'est à mettre au point, une gestion des pontons, une gestion du fond des baies et une gestion de la pollution potentielle qui va continuer malheureusement à exister, puisque vous êtes en fond de baie, régulièrement vous avez effectivement des bouteilles plastiques, tout un tas de déchets. Donc oui, c'est à mettre au point. On en discute avec la DDTM qui est très, interrogative sur ces problématiques de gestion future des espaces. Et le nettoyage fera partie des éléments de gestion future avec la sécurité. Mais ce que défend TPM aujourd'hui vis-à-vis de ces pontons, c'est qu'il vaut mieux occuper l'espace de ce fond de baie plutôt que le laisser partir à volo comme ça existe depuis des années et des années. Et quand on dit partir à volo, c'est que ce fond de baie, il est complètement envasé. Il est complètement envasé parce que le pluvial a amené des boues, parce que aujourd'hui l'eau qui coule l'eau qui coule sur la route est polluée par les hydrocarbures et que demain, nous allons traiter cette eau et la rejeter dans la baie une fois qu'elle aura été épurée. Voilà. Dans le projet, est-ce que des aménagements pour les enfants sont prévus ? Alors les jeux pour enfants, aujourd'hui, effectivement, c'est une demande. Ils peuvent être mis sur au moins 3 sites, à savoir ici le jardin du Crouton. Ils peuvent être mis sur l'esplanade Sébi comme c'est souhaité. Pourquoi pas, je ne suis pas persuadé. Et également, il y aura potentiellement des jeux d'enfants sur le parc beaucoup plus forestier Belvédère. Y aura-t-il un dispositif spécifique pour les stationnements et pour les dessertes des transports en commun ? Alors, les stationnements sont interdits, c'est pas nous qui le voulons, en fait, les stationnements sont interdits sur la corniche Tamaris réglementairement par la VAP SPR. Nous avons essayé de créer un certain nombre de stationnements dans la partie arrière de la zone du Crouton, sur la zone portuaire de Balaguier. Il y a potentiellement un projet, s'il y a acquisition d'un terrain CNIM, de nouveaux stationnements. Voilà, à ce niveau-là. Il est vrai que ce n'est pas un grand projet de stationnement. Le port du Manteau, il y a une quinzaine de places également. Mais et Tamaris, effectivement, c'est la zone, même si on enlève les places de stationnement sur l'esplanade, on a quand même un grand parking qui existe et qui aujourd'hui est très peu utilisé, rappelons-le. Voilà.
Mais en stationnement, le projet en prévoit assez peu. Pour les dessertes. Alors, au niveau des bus, il y a eu un travail qui est fait avec la direction effectivement des transports en commun, et il y a un nouveau schéma circulatoire des bus qui va être mis au point suite à la mise en place du sens unique. Voilà, c'est en cours de réflexion, mais effectivement, les bus et on va dire les cadences de bus seront adaptés au nouveau schéma de circulation avec des dessertes au niveau nord, au niveau des écoles, etc. Donc c'est en cours de réflexion. Et on vous informera lorsque les choses seront mises en place. Moi, je veux bien rajouter quelque chose sur le parking, parce que je sais que c'est une des vraies préoccupations, notamment par rapport à la navette maritime. À Tamaris, on a ce grand parking qui est le P+R qu'on doit prendre avec le ticket pour prendre la navette qui confirme qu'on est bien sur le bateau. Et aujourd'hui, il est totalement vide pour des tas de raisons, parce que si la navette revient et qu'elle est pleine, elle passe pas par Tamaris. Si c'est tard le soir, elle passe pas par Tamaris, etc. Donc en fait, ce que vous avez vu, c'est une requalification de ce parking pour un parking à usage local. C'est-à-dire que s'il y a une partie qui sera vraiment liée à la navette, qui restera une vingtaine de places, mais tout le reste sera en usage ouvert, avec possibilité pour tout le monde d'utiliser ce parking. Donc je pense que ça va être un plus, parce que ça fait quand même, ça fera plus de 70 places vraiment ouvertes à la population. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, derrière le Croton, derrière le jardin humide, il y aura des créations de places de stationnement qui n'existent pas aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y aura ce qui est déjà à Balaguier, mais qui sera un peu réorganisé. Donc, des opportunités pour se garer, il y en aura. Je tiens à le préciser parce qu'effectivement, c'est une demande qui est importante. Si on veut que ces espaces vivent, on peut venir à vélo, mais c'est vrai que si on vient en voiture et qu'on veut en profiter, il faut pouvoir s'arrêter. Donc, ça fait partie des enjeux. Est-ce que vous allez conserver les tamaris au Croton ? La réponse est oui, et je pense qu'on va même les renforcer. Je pense que vous voyez toutes ces zones, ces petits points roses, ce sont des tamaris. Donc on va plutôt, en termes d'arborescence, il y a des pins, des tamaris aujourd'hui. On va renforcer pinède et autres essences adaptées au sol et aux zones humides, avec des arbres relativement grands dans la partie ouest, et la partie plus littorale, donc j'allais dire plus saline, sera entre autres des tamaris, mais il y a d'autres essences très intéressantes aussi qui tiennent très bien au sel. Et donc on espère renforcer la biodiversité du projet sur cette zone. 9 000 m² de parc, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que les associations environnementales seront consultées sur le sujet de la végétalisation du site ? Elles peuvent l'être, il n'y a pas de problème. Nous, on travaille avec l'Adréal sur cette zone en particulier. Les associations environnementales, elles peuvent effectivement donner leur avis et leurs expériences. Après, j'allais dire que une de nos spécialités dans l'agence, c'est justement les fronts de mer. Donc on a des associations végétales que l'on a utilisé et fait travailler avec des steppes littorales. Alors, on n'a rien inventé, nous, sur les choix des végétaux. On se base sur ce qui existe dans la nature, bien évidemment. Et on fait très attention de mettre des essences qui sont adaptées au sel et au manque d'eau que nous connaissons dans le sud de la France. Donc, oui, on peut dire qu'elles peuvent être, bien évidemment, conviées à participer au choix. Est-ce que la montée possible des eaux dans les prochaines années a été pris en compte ? Alors, ça dépend dans quelle mesure. Oui, puisqu'on s'est bien rendu compte que la partie la plus rectiligne et la plus au sud, qui est à 0,70 NGF, et la plus basse est souvent, submergée, mais plus par le niveau de l'eau qui passe par le pluvial et qui remonte sur la chaussée. Donc, on a essayé dans cette zone, tout en tenant compte des seuils des bâtiments existants de l'autre côté de la rue, de rehausser au maximum. On a essayé de le faire sur un certain nombre de zones de la corniche, mais dans la limite de la possibilité des seuils existants des bâtiments qui sont de l'autre côté. Donc voilà, on en a tenu compte. Maintenant, si la mer monte de 2 mètres,
il n'y a pas que sur la corniche Tamaris qu'on risque d'être embêté. Voilà. Mais oui, la question est bonne parce que ça pose réellement un problème, si vous voulez, sur les 150, 200 premiers mètres de la corniche Pompidou. Dans la partie à sens unique, si je dois modifier mon entrée, puis-je bénéficier d'une aide financière? Alors là, je vais avoir du mal à répondre. Je donne donc la parole à M. Goubet, qui est ravi de la question. Donc, ok. Donc écoutez, si a priori il n'y a pas d'aide financière, voilà. Par contre, on peut nous, sur l'espace public, organiser les choses pour qu'il n'y ait pas de modification. Voilà. Donc au cas par cas, ça vous pouvez nous faire confiance, au cas par cas, dans l'emprise publique, on fera tout pour que vous n'ayez pas à modifier votre entrée. Alors peut-être qu'il y a des cas de figure qui nous échappent aujourd'hui, mais par contre, faites état de vos problèmes et nous, on sera là pour vous aider à les résoudre. Voilà. Dans la mesure où la circulation sur la corniche sera à sens unique à partir du Manteau, comment seront dirigées les voitures allant vers le centre-ville de la Seine? Est-ce que l'avenue Thierry deviendra une voie à grande circulation, source de nuisances? Alors, on va peut-être revenir au schéma. Voilà, au schéma. Effectivement. Alors, ce que vous apercevez sur les petites étiquettes en Bordeaux, si vous voulez, c'est le nombre de véhicules jour et par sens. Voilà. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Ce qui nous a conduit à comprendre que très vite, en fait, au niveau de l'avenue Guillaume et de l'avenue Thierry, il y avait déjà énormément de flux qui se dirigeaient, on va dire, vers l'ouest. Vous avez 3600 sur Guillaume et plus de 1000 sur l'avenue Thierry qui montent aujourd'hui. Alors, il est vrai que ce flux sur l'avenue Thierry, empruntant avenue Général Camille ou l'avenue de la Grande Maison, risque d'être augmenté de la différence des gens qui ne partiront plus vers le nord. Ce que l'on pense aussi, et là je vous annonce qu'il y a une étude de circulation complémentaire suite à la décision du sens unique qui va être diligentée fin août et début septembre, avec une enquête qu'on appelle origine-destination pour bien comprendre qui utilise et qui va vers quelle destination. Et à partir de là, cette étude va permettre potentiellement de faire des adaptations nécessaires sur les axes qui seront les plus utilisés. Voilà. Donc oui, il y aura un report forcément sur Guillaume et l'avenue Thierry. Est-ce qu'il sera très important? C'est pas sûr, parce qu'il n'est pas du tout impossible que les gens aussi changent leur habitude et passent plus au sud. Voilà. Est-ce que des bancs ou des sièges sont prévus dans le projet? Alors des bancs et des sièges, oui, en grande quantité, sur toutes les zones d'animation qui ont été mentionnées dans cette présentation. C'est sûr que sur la section courante, il y en a assez peu. Ceci dit, lorsque le muret peut être également utilisé en siège lorsqu'on est en encorbellement gagné sur la mer. Voilà. Mais oui, chaque zone d'animation, qui sont pour des usages statiques, seront équipés effectivement d'assises, la plupart du temps ombragées. Le temps des questions est écoulé. Celles qui n'auront pas eu de réponse, bien évidemment, vous serez recontactés sous peu, vu que vous avez donné vos coordonnées. Je donne la parole à Madame le maire, Nathalie Biquet. Merci beaucoup. C'était passionnant, donc il est un peu tard et merci d'avoir tenu tout ce temps. C'est vrai que c'est un projet qui nous tient tous à cœur. Je remercie Didier Goubet d'être présent avec nous parce qu'il représente la métropole et sans la métropole, vous l'avez bien compris, nous n'aurions jamais ce projet qui va aboutir donc le temps de la création du projet et de la consultation des entreprises. Merci Sandra Kunz pour la région parce que nous avons des partenariats qui sont extrêmement fructueux avec les collectivités amies. C'est important, merci au cabinet d'études Guy Hermin et à Vincent d'avoir fait cette présentation. Je crois que c'est important qu'on arrive à visualiser. Et là, on nous a donné un outil pour visualiser réellement
comment ça va se passer et ce que ça va devenir. Merci aux Rêves Urbains d'avoir pris le temps de monter les ateliers pour écouter tout ce que vous aviez à dire. C'était important parce qu'un bon projet, c'est un projet qui correspond à l'attente de ses citoyens et on est là pour ça. Donc on a compris que vous vouliez des espaces de convivialité, c'est important. Donc des jeux d'enfants, ça c'est noté, c'était pas dans le projet, mais c'est pas ça qui va faire une grosse différence sur le coût de cet aménagement. Je tiens à rappeler quand même que c'est 30 millions d'euros, donc c'est un projet qui devrait se dérouler sur 6 ans avec 3 phases. Donc aujourd'hui on est très content de cette phase APS. C'est-à-dire que là, on est rentré vraiment dans un projet qui est plus défini que celui que vous aviez vu à la Bourse du Travail. Et bien sûr, à l'automne, il y aura la suite qui sera pour l'APD, l'avant-projet détaillé, où là, on sera encore plus précis dans les choix. Sur la question sur le secteur 1, les piétons et les vélos qui ne seront pas séparés, je n'ai pas pris la parole pour le dire, mais bien évidemment, c'était tout le projet des pontons, pour dire que la déambulation piétonne peut se faire sur l'eau, sur les pontons. Et on a quand même fait le choix de conserver de la déambulation piétonne à côté des cyclistes, parce que c'est vrai que suivant le temps, suivant qu'on ait des chaussures pas adaptées, suivant qu'on ait une valise parce qu'on va prendre le bateau pour aller prendre la gare à Toulon, on le connaît tous, ce scénario, et bien là on pourra à la fois avoir le choix de marcher sur la terre ferme à côté de la piste cyclable et puis de marcher sur le ponton pour se promener si on a envie de montrer le paysage à ses amis, à ses enfants ou se promener avec ses petits-enfants. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que la corniche de Tamaris va devenir un réel lieu de vie. Aujourd'hui, ce n'est qu'un lieu de passage. Il est extrêmement routier et donc il chasse en quelque sorte les autres comportements. On a vu l'envie que les gens ont d'aller se promener sur ce paysage magnifique à vélo et à pied quand on ferme la corniche à la circulation. Donc là, c'est l'aboutissement de ce rêve que nous avions de faire de la corniche de Tamaris le retour à la belle époque où on voyait les femmes qui se promenaient en robe à crinoline et les hommes avec des canotiers. Et, on l'a pas connue celle-là, bon enfin, on l'a en tout cas tous rêvé et je pense qu'on va le faire très rapidement et dans un cadre de qualité importante. Je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite un bel été.